Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité. Attendez, je regarde que le son soit bien mis. Hop. Ok, tout est ok. Donc on va parler de John Jones, on va parler de Thomas Spinal, on va parler d'Islam Makhachev, on va parler de Topuria, on va parler de Patrick Abirora, les amis. Ça fait très longtemps, moi, que je vous parle de lui, avant même qu'il passe pro. Et vous allez voir qu'il a fait une interview très pertinente, d'accord, où il parle sur le fait d'aller à l'UFC ou pas. Et vous allez voir que pour le coup, sa réponse, je pense qu'elle va en surprendre plus d'un. Parce qu'il y a beaucoup de combattants aujourd'hui, ils se la racontent, ouais, moi je. Voilà quoi. Alors qu'au final, c'est voilà, c'est un petit peu des quiches, sans être méchant bien évidemment, mais bon, faut accepter la vérité. Et lui, vous allez voir, qu'il est plutôt posé en fait. Donc on va revenir sur ça, on va regarder un passage de l'interview, bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, on commence tout de suite. Khabib Nurmagomedov, qui a ouvert son nouveau centre d'entraînement au Daghestan, d'accord. Donc un complexe magnifique, vraiment incroyable complexe. Il a dit c'est avec l'argent de Conor McGregor qu'il l'a ouvert, donc il lui fait un petit pic. Regardez les gars, c'est franchement c'est incroyable. Au milieu des montagnes pour la respiration, franchement incroyable. Au bord d'une rivière. Regardez, c'est beau, on dirait un hôtel carrément. En même temps, ça sert d'hôtel aussi, mais voilà, c'est surtout un complexe sportif. Je sais pas, les petites maisonnettes, ça sert à quoi là? Enfin bref, très très beau complexe sportif. Et j'ai nul doute, hein, pour parler un langage bien soutenu, que là-bas, il y a moyen qu'il y a des très très gros champions qui sortent. Maintenant les amis, on continue avec Demetrius Johnson qui a pris la parole concernant John Jones et Thomas Spinal. Donc il a dit, Demetrius Johnson pense que si Thomas Spinal bat John Jones, il deviendra la plus grande star de tous les temps. Tu viendras de TUER, le GOAT. À mon avis, c'est un risque énorme. Tu es jeune, tu es athlétique, tu frappes fort, tu poses des problèmes, on n'a pas beaucoup de données sur toi. Tu fonces à travers le vide, ça j'ai pas capté. Donc si tu traverses et que John Jones se fait toucher, il risque de partir down, de tomber. D'accord? Donc si tu le touches, en gros, il risque de tomber. Si ça arrive, tu deviendras la plus grande star de tous les temps. Tu viendras de battre le GOAT. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais en théorie, c'est ça. Si le champion se fait taper par le champion, c'est lui qui devient le champion. Après, bon, je pense pas qu'on peut dire ça, en fait. John Jones, etc., certes. Pour moi, la catégorie poids lourd, c'est pas sa catégorie. Pour moi, John Jones a été le GOAT en 93 kilos. Pas chez les poids lourds. Se dire que si Thomas Spinal, qui est un vrai poids lourd, tape John Jones, est-ce qu'on pourra le considérer comme le GOAT? Bah, je sais pas, j'ai du mal avec ça, les gars. Pourtant, vous savez très très bien que je suis un pro à Spinal de ouf. Moi, je suis dans le train de Thomas Spinal. Si demain il affronte John Jones pour Thomas Spinal, etc. Mais vu, j'ai pas envie d'être injuste. Vu pour moi, John Jones, la catégorie des poids lourds, c'est pas sa catégorie. Du matin au soir, je vous dis, les amis, que John Jones, il est surcoté chez les poids lourds. Donc, je sais pas s'il se fait taper, je vais dire, ah bah ouais, vous avez vu Thomas Spinal, il l'a tapé, c'est le GOAT. Non. John Jones, ça a été le GOAT en 93 kilos. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On continue, les amis, avec une pétition concernant John Jones. Donc, il y a une pétition. Les gens, c'est des ouf. Il y a une pétition qui circule pour enlever le titre de John Jones. Donc là, la pétition, elle a plusieurs heures, voire plusieurs jours, et a quand même des milliers de signatures. Donc, est-ce que cela pourra aboutir à quelque chose? Je pense pas. Voilà. En tout cas, voilà, il y en a vraiment qui sont mécontents, et je crois que c'est du jamais vu, une pétition pour qu'un champion soit destitué de sa ceinture. C'est du jamais vu, les gars, dans aucun sport, je crois. Dans aucun sport, c'est la première fois que ça arrive, je crois. On continue avec John Jones, les amis. Donc, il continue de semer le doute. Ah ouais, il s'amuse, John Jones. Et il a dit, je ne sais pas si je peux vraiment parler de retraite. J'ai l'impression que je pourrais toujours revenir et leur montrer. J'ai déjà connu pas mal de pauses dans ma carrière. Ouais, mais t'étais plus jeune. Il était plus jeune, donc c'est pas vraiment comparable. Et mon identité en dehors du combat est restée intacte. Je profite sincèrement de la vie et j'évolue autrement. Parce qu'il y a un mec qui lui a dit, ça fait quoi d'être à la retraite? Voilà, donc il a répondu ça. Après, voilà, je comprends pas trop sa réponse parce que s'il se compare à quand il avait 30 ans ou 28 ans, c'est pas du tout la même chose, les gars, vous voyez. Maintenant, les amis, on va parler de Topuria, son coach sportif et son frère, son petit frère, qui est aussi à l'UFC. Bah, les deux estiment qu'il pourra aller chez les 77 kilos. Et pourquoi pas performer chez les 77 kilos?
Et ils ont l'intention. J'avais vu un truc où au début Toporel était pas trop chaud et là il commence à se chauffer en fait. D'aller chez les 70 et chez les 77 kilos. Se trouve, il va aller chez les 70 kilos, Oliveira il va lui mettre un KO ou le faire dormir, etc. Et voilà, il reverra ses prétentions à la baisse. Il retournera dans la catégorie des moins de 66 kilos et voilà. Mais s'il gagne une ceinture des 70 kilos, peut-être qu'il montera chez les 77. En tout cas, s'il devient champion de 3 catégories, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce que voilà. Mais s'il y arrive, franchement, on pourra considérer que c'est le meilleur combattant au monde. Voilà. Pour être honnête. On continue, les amis, avec Mokano qui a parlé de Tsarukyan et qui a parlé de Topuria. Donc il a dit quelque chose de très vrai, je trouve. Bon, du moins, moi je suis d'accord. Il a dit: je pense qu'Arman Tsarukyan devrait combattre Topuria parce qu'il devrait être le prétendant numéro 1. Ce qui est tout à fait vrai. Normalement, le prétendant numéro 1, c'est pas Charles Oliveira, c'est pas Gage, etc. C'est Tsarukyan. Mais bon, voilà, je ne pense pas que l'UFC soit très chaud à envoyer Topuria contre Tsarukyan. Vraiment, parce que Tsarukyan, c'est un boucan, les gars. Après, il poursuit en disant: mais je pense que Charles Oliveira a beaucoup plus de charisme. Ce qui est vrai. Tsarukyan, il est très fort, etc. Mais il est fade, c'est un champion fade. Il poursuit en disant: je pense que les gens l'apprécient beaucoup plus. C'est pourquoi il se bat pour la ceinture. Donc voilà, moi je suis assez d'accord avec lui. Et on continue, les amis, avec Charles Oliveira qui s'exprime sur la montée d'Islam Makhachev en moins de 77 kilos. Et il a dit quoi? Je pense qu'il serait beaucoup plus fort en 77 kilos. Il progresse beaucoup debout et son jeu au sol est incroyablement solide. Donc on verra bien ça, les amis, c'est un petit peu... on peut pas savoir en fait. Là, c'est que de la spéculation. De toute façon, comme dans tous les sports, on spécule beaucoup. Parce que du moment qu'il n'y a rien de concret, qu'on voit pas, en fait, bah, on peut pas en avoir la certitude. En tout cas, lui, c'est ce qu'il pense. Il a affronté Islam Makhachev. C'est des athlètes de haut niveau, etc. Ils se connaissent un petit peu tous dans le roster. Ils ont tourné ensemble, etc. De toute façon, dites-vous bien que si Islam Makhachev est son coin, donc Khabib, Javier Mendez, ses sparring partners, son coin, etc. Islam Makhachev, lui en premier, se sentent prêts à monter chez les 77 kilos, les amis, c'est pas pour faire du cinéma. C'est parce que ils pensent que voilà, et il doit tordre des vrais mecs en sparring à l'entraînement, etc. Islam Makhachev, ça se trouve, il a tourné avec des champions, d'autres catégories, il les a pliés. Pensez pas, là, il y a des millions en jeu, il y a une carrière en jeu, etc., etc. C'est pas fait comme ça sur un coup de tête, ça fait très longtemps qu'Islam Makhachev, il parle de devenir double champ. Donc là, voilà, il y a même Charles Oliveira qui revient sur ça et qui dit, bah, potentiellement, je dis bien potentiellement, il pourrait être plus fort chez les 77 kilos. On verra bien. Maintenant, les amis, on va revenir sur une interview de Patrick Abiroa. Chaîne RMC Sport, je vous mettrai le lien en description. Donc, on va revenir sur un point, les amis, sur sa carrière à l'UFC. Ils lui ont dit, est-ce que tu veux aller à l'UFC? Il explique qu'ils l'ont déjà proposé, etc. Bref, on l'écoute. Avoir un objectif, les big leagues, et évidemment quand on parle de big leagues, on sait très bien de qui on parle. On parle de l'UFC évidemment, mais le PFL est une big league, c'est le numéro 2 actuellement dans le monde. La construction de carrière elle est plus linéaire, dans le sens je vais d'abord nettoyer ce qu'il y a à ce niveau-là, puis monter petit à petit, ou si demain il y avait une opportunité, tu irais. Moi la vérité, j'ai être franc, il y a déjà eu, c'est juste qu'on a refusé, je suis trop jeune. Je suis trop jeune et j'ai pas le niveau de l'UFC. J'ai pas peur de le dire. Je suis très réaliste. Écoutez bien, ça c'est très rare qu'il y a des jeunes combattants qui ont un tel discours en fait. Il dit ouvertement qu'il n'a pas le niveau UFC. Et c'est vrai que pour l'instant, je pense pas qu'il a le niveau UFC. Certes, il frappe très fort, etc. Il met beaucoup de KO, etc. Mais je trouve son jeu encore fébrile. Il a du sol, etc. Mais pour moi, il n'est pas assez complet, pas assez performant dans tous les domaines, on va dire. Après, s'il va à l'UFC, là, demain, imaginons, il signe à l'UFC. Il peut coucher quelques têtes. Il pourrait gagner quelques combats, mais à un moment donné, les amis, ça risque d'être compliqué. Donc on l'écoute par rapport à ça, ce qu'il en pense, lui. Très honnête de ta part. Moi, je suis très réaliste par rapport à comment ça se passe le game. Les gens me regardent comme ça, c'est mon 40e combat que je vais faire le 5 juillet. Le MMA, je connais. Ouais. J'ai fait du sambo, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien, j'ai fait 3e aux IBJF à Lisbonne. J'ai fait des compétitions internationales de sambo, j'ai fait du grappling, j'ai fait de la lutte. Je sais ce que c'est le MMA. Je connais le sport. C'est mon 40e combat, c'est la 40e fois que je rentre dans la cage. À mon âge, c'est très jeune, mais c'est beaucoup de combats. Je pense que je suis un des amateurs francophones avec le plus de combats amateurs. Mais je sais que l'UFC, c'est... J'avoue, c'est une dinguerie. Hein. C'est pas pour faire la comparaison, mais Baki, on va dire, il a 10 combats à son actif. Lui, il en a 40 en amateur. C'est une dinguerie. Parce que Baki, il est allé chez les pros direct, il me semble. On voit que ouais, Patrick, il a beaucoup charbonné. Il a une grosse expérience de la cage. Quand bien même, il y a quand même une différence chez les amateurs et chez les pros. Ça reste quand même
gestion de stress, d'adrénaline, question repère dans la cage. Il y a des parallèles en fait, il y a une expérience, il en tire une expérience quand même. Tu sais, si tu rentres, tu dois taper le top 15. En fait, ça m'intéresse pas de rentrer à l'UFC pour la hype. Je sais que si maintenant je rentre à l'UFC, c'est partout dans les médias. Mais je vais faire un combat ou deux, et puis on va mettre un mec chaud, je vais me prendre un KO, et puis voilà, on sait ce qui va se passer sur les réseaux sociaux. Parce que j'aurais pas encore le niveau. Mais le mec va me taper juste avec l'expérience, etc. J'ai pas encore le niveau d'aller taper le top 20 ou le top 30, faut pas mentir. Donc tu dirais que ce qui te manque aujourd'hui pour aller à l'UFC, c'est ça? L'expérience de combat et de la maturité physique et psychologique, je pense. J'ai que 24 ans. Ah, maturité physique aussi, ça, j'avais pas calculé quand j'ai écouté le truc. Il parle aussi de maturité physique, donc ouais. 24 ans, ça fait que 1 an que je suis en pro, les mecs à l'UFC ils ont 30 ans, t'en as, ça fait... Par exemple, quand on m'a mis Di Franco, il combat en pro, je crois ça fait depuis 7 ans, 8 ans. Bah, c'est ma première année, au final. Tu sais, il y a des choses qui ne se mentent pas, t'as beau être plus talentueux techniquement, t'as beau avoir des aptitudes physiques, il y a des choses que tu vois, que l'expérience prime. On est d'accord, mais en tout cas, vu les propos que tu tiens depuis tout à l'heure, et on sent qu'il y a un chemin qui est très conscientisé de ta part, on voit que c'est dans un coin de ta tête, clairement. Bien sûr. Bien sûr. Et même là, le fait de vouloir... Forcément, chaque combattant au monde de MMA, à un moment donné, il a envie d'aller à l'UFC. Pour la plupart, hein, je parle. Prendre des vétérans UFC, c'est pour marquer le coup aussi, pour dire que voilà, là, on a eu plusieurs gros noms. Hein. On a eu Tony Ferguson. Je crois qu'il avait demandé une somme faramineuse. Et donc... Franchement, les amis, j'étais revenu sur ça. Patrick Abirora, Tony Ferguson, ça m'aurait pas du tout hypé. Tony Ferguson, il a plus de menton. Ça n'a pas de sens. Il a 57 ans, le mec, bientôt, et tout. Et il est au bout du rouleau, lui. Il est au bout du rouleau, il est sur les rotules. Vraiment. Lui... Non. En fait, lui, il faudrait qu'il soit interdit de combattre, je pense. MMA, ça y est. Ça y est. Il est vraiment à la casse. Donc Patrick Abirora, Tony Ferguson, franchement, j'aurais regardé, mais voilà, quoi. C'est un combat qui m'intéresse absolument pas. Que l'UFL lui a dit, c'est pas possible, tu vois. Mais on sait pas si c'était une manière de dire non. Et parce que c'était vraiment faramineux ce qu'il a demandé, ça se compte en millions, tu vois. Donc ouais, on s'est dit ok, le mec c'est impossible, le PFL va pas payer ça pour combattre moi, tu vois. On a demandé Othman Azaitar, ils ont dit non. Après ils nous ont proposé Makwan Amirkhani, qui était vraiment le prospect européen à un moment, 7-7 à l'UFC, énormément de fights. Enfin je veux dire, quand tu regardes le mec, il est 236e. Je suis 400 et je sais pas combien sur Fight Matrix, mais déjà à mon niveau, le fait que je sois dans les 400, c'est déjà beaucoup parce que les mecs à mon niveau sont dans les 800, etc. Et ben à ce moment-là, le mec a dit il me faut 48 heures, et puis depuis on a eu silence radio. C'est pour ça que moi j'ai jamais call out quelqu'un, mais j'ai juste mis une story. 48 heures, il allait sur internet, il a regardé Patrick Abirora, il a vu un highlight que des KO, patate KO, il s'est dit ouais. Boucan le petit là, non. Pour demander s'il allait le faire ou pas, comme ça on sait si on demandait quelqu'un d'autre. Et là je sais qu'ils sont déjà sur d'autres propositions de vétérans UFC. Donc on voit, Anto, que la gestion de carrière de Patrick, elle est assez conscientisée depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on retrouvait, je pense, dans son ascension jusqu'au rang professionnel. Non mais exactement, mais en plus, tu as donné plein d'interviews à plein de confrères aux médias où tu disais que à partir du moment où tu t'es dit « je vais devenir combattant professionnel », tu as très intellectualisé toute ta carrière. Ah ouais. Et donc c'est la première question que je posais, il te reste combien de combats sur ton contrat du PFL? Que le PFL a compris certaines choses. Voilà, Lyon, ils ont bien vu, ils avaient peut-être 2-3 000, ils m'ont signé, on a fait sold out, tu vois. Et il y a eu le chaos, ça a été viral, donc je pense qu'ils ont capté un peu le truc. Ils ont senti vite la chose arriver, et je pense que j'ai un potentiel de pouvoir grossir encore. Je suis au début de ma carrière. Moi, j'ai jamais dit que je serais invaincu. Ça peut arriver que je vais perdre. C'est pas ça que moi je véhicule comme image. Moi, je véhicule plutôt l'image d'un combattant qui... ma mentalité, je lâche pas. Genre, j'ai un objectif, j'ai envie d'y arriver, et je vais tout faire pour y arriver. Ça m'a pris 5 ans en amateur pour être champion du monde. Si ça me prend 15 en pro, ça me prendra 15, et si j'y arrive pas, j'aurais tout donné pour y arriver. Au final, j'aurais pas de regrets. Et là, je sais que là, ils nous auront proposé un contrat, ils sont en négociation, et ça se passe très bien là de ce côté. Et parce que je voulais te poser une question, c'est que tu as changé énormément enfin énormément, mais en 7 combats, tu as fait quand même pas mal d'organisations. Ouais. Il y a eu le KSW la semaine dernière à Lyon. Ouais. Ce genre d'organisation, ça pourrait t'intéresser au futur ou pas? Ou sinon, tu es très bien au PFL et tu vas y rester? J'avoue, lui, il va dans toutes les orgas, c'est un truc de ouf. Pendant un certain moment. On a eu toutes les organisations qui nous ont proposé des contrats. Et il y en a certaines qui ont proposé certains montants, d'autres montants. J'étais sur celles qui respectaient le plus ma valeur à ce moment donné. Et puis je sais qu'il y en a maintenant qui se rendent compte aussi. Le pollen là, où je sais pas c'est quoi. Certaines erreurs qu'ils ont fait à un certain moment. On le voit beaucoup, vous faites partie d'une nouvelle génération de combattants en tout cas, qui certes à l'UFC en termes d'objectifs / rêves, puisque ça va dépendre des combattants comment on met le curseur sur l'un et sur l'autre, hein, n'est-ce pas? Mais quand on devient professionnel, c'est plus des objectifs que des rêves maintenant. Mais vous êtes aussi cette génération qui dit moi j'ai une valeur, j'ai créé quelque chose, j'apporte quelque chose à l'organisation, et je vais aller là, on va me respecter. Est-ce que c'est envisageable que ta carrière se passe à 100% en dehors de l'UFC? Bah oui. Actuellement, dans ma mentalité, là, à mon âge, non. Ce serait mentir de dire ça. Ouais. Si maintenant, demain, j'avais 30 ans et je serais au stade de ma carrière là,
je te dirais que l'UFC, c'est un rêve. Ça veut dire que si j'y vais, tant mieux. Si j'y vais pas, tant pis. Là, actuellement, dans mon stade, non, parce qu'en fait, j'ai pas besoin du MMA pour vivre. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que j'ai pas besoin du MMA pour vivre, pour bien vivre avec les objectifs que je veux. C'est-à-dire que je génère déjà mon argent en dehors de ça. Et je réinvestis déjà mon argent en dehors de ça aussi. Du coup, le MMA, pour moi. Il est malin. Pour un petit, il est malin. Moi, je serais pas. Il y en a, ils font la bebeuf, ils claquent leur thune. Voilà, par-ci par-là. Lui, il a déjà réinvesti le peu d'argent qu'il a. Enfin, le peu d'argent, je sais pas combien il touche, mais voilà, il est prévoyant. C'est pour ça que ça peut arriver que si demain je combats pas pendant un ça an, va, je combats pas pendant un an. C'est intéressant ce que tu dis. Le lien de l'interview, elle dure 1 heure en description. N'oubliez pas de lâcher un petit like pour ceux qui veulent me soutenir. Abonnez-vous, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.